Bonjour, salut, c'est Simo, bienvenue sur ma chaîne. On est encore là aujourd'hui pour une nouvelle interview d'auteur. Aujourd'hui, on est avec Eulalie. Salut Eulalie, Salut! tu vas Merci de bien? m'avoir accueilli. Bien et toi? Merci, ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté, c'est super cool. Merci à toi, c'est trop bien. C'est un grand plaisir de t'avoir ici, c'est trop cool. On va parler de plein de trucs. On va parler de tes bouquins passés, de tes bouquins en cours, de tes projets. On va parler de plein de trucs, ça va être trop bien. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, etc. Et comme ça, on en saura un peu plus avant de rentrer dans le détail. Ça marche. Et bah, donc, je m'appelle Eulalie, j'ai 23 ans et je suis auto-éditée depuis 2 ans maintenant. J'écris des romans fantastiques, fantasy et de la romance historique, Mhm. principalement. Que dire de plus? Bah, j'adore les romans où il y a beaucoup de magie et des héroïnes assez fortes. J'aime bien les héroïnes qui savent ce qu'elles veulent et qui défendent leurs valeurs. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour faire simple. Ouais, c'est très clair, tu vois. Ok, on va parler du coup des genres que tu abordes juste après. Et avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton côté? Depuis combien de temps est-ce que tu écris? Et après, on parlera de tes inspirations, mais on peut commencer par ça déjà. Alors, j'écris depuis à peu près l'âge de 10 ans, Ok. 10-12 ans, quelque chose comme ça. Ah oui. J'ai commencé à écrire pas très longtemps après avoir commencé à beaucoup lire. Je pense que ça a déclenché Mhm. l'amour du livre et des histoires. J'ai commencé tout de suite à écrire du fantastique, parce que ça m'a toujours attirée. C'est les livres que je lis le plus, donc je pense que forcément ça va ensemble. Donc oui, voilà, j'ai toujours, enfin quasiment toujours écrit et c'est resté même en parallèle de l'école, ce que je faisais le soir, etc. Pour me détendre, je pense. Et puis c'est devenu une habitude et une nécessité. Ouais. Ah, c'est cool. Et tu as Voilà. commencé à lire quoi comme genre? Parce que c'est vrai que c'est assez commun. Enfin, commun. C'est possible que ce soit pas le cas, mais ça arrive très souvent que l'amour de la lecture débouche sur l'amour de Oui, l'écriture. Et je trouve que comment? ça va ensemble. Enfin, c'est Ouais, l'amour des histoires au final et de l'imagination, parce que quand on lit un livre, on s'imagine notre propre version. Tout le monde a sa version d'un livre, donc c'est clair. c'est la beauté de la chose, quoi. Ouais, c'est clair, c'est exactement ça. Et du coup, est-ce que depuis combien tu as commencé à lire à quel âge? Et parce que tu parles donc du genre fantastique que tu écris. Et du coup, c'est quoi les premiers bouquins fantastiques que tu as lus? Si on rentre dans le détail, mais du coup, tu as commencé à lire à partir de quand? Je pense vers 11-12 ans, c'était au début du collège, Mhm. dans cette période-là. C'est flou, ça paraît loin. Ouais. Ouais, non, c'était ça. Et ma première saga, celle qui m'a le plus marquée, du coup, pour vraiment le début, c'était Tara Duncan. Je sais pas si tu Ouais, ouais, connais. ouais, ouais, bien sûr. C'est une auteure française en plus. Mhm. Et c'est vrai que j'ai dévoré les premiers tomes. Et après, il y avait un tome qui sortait tous les ans, donc c'était un peu. Enfin, je sais pas, elle grandissait avec moi, Tara, donc ça restait un personnage qui m'a marquée. Et puis l'univers est hyper riche. Enfin, il y a plein de créatures, il y a plein de rebondissements, il y a du suspense. C'était vraiment une lecture très enrichissante. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est assez riche. Et est-ce que tu as lu, parce que Tara Duncan, c'est relativement contemporain, est-ce que tu as lu ce qu'on appelle du fantastique un peu classique? Tu vois, sans forcément parler de Tolkien, mais d'autres genres fantastiques, tu vois. Bah après, du fantastique plus, enfin du fantasy Ouais. plus adulte et plus, on va dire médiéval. Je sais pas si c'est ça ta question. C'est vrai que c'est souvent assimilé à ouais, Ah, du médiéval, ouais. Mais ça l'est pas, ouais, c'est vrai, ça serait. Oui, je t'avoue, il y en a beaucoup dans ma pile à lire, comme l'Assassin Royal, ouais. que j'ai toujours pas commencé. Moi non Je plus, crois c'est que sûr, c'est dans ma pile à lire aussi. voilà, et qui ont l'air trop bien, mais ça m'attire beaucoup. En tout cas, j'aime bien. Et j'ai déjà lu quelques sagas dans ce style-là, bon, fait par des auteurs plus contemporains, mais Mhm, enfin, aussi contemporains, tu me diras, l'Assassin Royal. mhm. Mais oui, j'aime beaucoup aussi. Ok, d'accord. Et donc ça a donné donc sur toi, qui après avoir lu, t'as kiffé tes bouquins, donc t'as commencé à écrire. T'as Ouais. commencé par écrire quoi? Alors, la toute première chose que j'ai écrite, c'est une saga de fantasy un peu, avec des éléments très clichés, très très clichés. Je ne l'ai jamais sorti, c'est resté au fond de mon ordinateur. C'est vraiment le premier bébé, enfin, en 4 tomes quand même. Ah oui, J'étais quand même. déterminée. Ah oui. Ouais, mais c'est pas, enfin, l'intrigue est très. Il n'y a rien d'original, quoi. Mhm. J'ai pas inventé l'eau chaude, clairement.
Mais ça restait quand même. Enfin, j'y tiens quand même d'une certaine manière parce que c'est les premiers personnages que j'ai inventés, la première histoire, etc. Donc voilà. Mais c'était du fantastique. Et après, bah, j'ai commencé ma saga 3 de sang, la première saga que j'ai auto-éditée, qui est du fantasy. En fait, j'ai quasiment écrit que du fantastique, à part ma saga de romance historique. Ouais. D'ailleurs, comment c'est venu le lien entre du coup les lectures fantastiques, fantasy que tu fais et le pas vers une romance historique? Est-ce que dans Droit de sang, il y a de la romance dedans? Est-ce que il y a de la romance intégrée ou est-ce que ça n'a rien à voir et tu as fait deux genres différents? Comment ça s'est passé? Il y a de la romance dans Droit de sang, mais Ok. c'est pas central. Enfin, c'est très important dans l'histoire, mais il y a beaucoup de complots, il y a beaucoup de politique, il y a la magie aussi. Enfin, c'est assez complet. Non, mon envie d'écrire de la romance, il est venu au moment où j'ai commencé à en lire. Enfin, je sais que, je sais pas toi, mais quand je lis, c'est beaucoup par période. Il y a des Ouais. genres que j'ai vachement envie de lire pendant quelques mois et après, ça me passe. Mhm. Cette période-là, je lisais beaucoup de romances historiques. Et en fait, j'adore l'Écosse. Je suis fascinée par ce pays. Vraiment, je l'aime d'amour, ce pays. Et du coup, bah, ça, plus mes lectures de romances historiques, ça a fait que j'ai eu envie de me lancer, quoi, et d'écrire aussi de la romance. Ah, c'est clair. Ok. Donc, du coup, tu as écrit les deux genres en même temps? Ça se chevauchait? Comment tu as pu combiner ça? Je sais pas, j'ai toujours écrit 2 livres en parallèle, Ok. quasiment. Enfin, à part mes trucs quand j'étais plus petite, mais Ouais. maintenant, j'ai pris le rythme d'avoir deux projets en parallèle. En fait, j'aime bien que ce soit pas du tout le même genre parce que ça évite de confondre et de se perdre, on va dire. Et non, en fait, souvent, quand j'écris 2 livres en parallèle, c'est pas le matin j'en écris un, l'après-midi j'en écris un autre. C'est pendant plusieurs jours, j'en écris un parce que j'ai l'inspiration, parce que je suis dedans. Et au bout d'un moment, ça va retomber parce que, je sais pas, j'ai passé une scène clé. Enfin, je me repère par scène clé, on va dire, dans mes romans. Et souvent, je suis hyper motivée à les écrire. Et quand j'ai fini de les écrire, bah, il y a un peu, ça redescend. Et du coup, quand c'est comme ça, hop, je passe sur l'autre projet, je fais l'autre projet, pareil, et puis je Tu repasse. Et redynamises, voilà, quoi. voilà, c'est ça. Ah, trop bien. J'alterne. Bah, du coup, c'est super intéressant de combiner les deux parce que c'est vrai qu'il y a, il y a deux écoles en fait. Il y a des écrivains qui aiment bien être sur plusieurs projets et d'autres qui se concentrent exclusivement sur un seul parce que du coup, ils restent dedans, ils restent dans le jus, leurs idées, leur inspiration viennent pour ça. Du coup, donc visiblement, toi, tu es de cette école-ci, de celle qui choisit le plan. Et comment tu t'organises? C'est quoi ta méthodologie pour l'un pour l'autre? Est-ce que c'est la même? Comment tu fonctionnes pour écrire? Si c'est des Euh, secrets que tu peux nous révéler. Non, oui, oui. Ma méthodologie d'écriture ou celle quand je passe de l'un à l'autre Ah bah ou les deux. les deux? Ouais. Alors déjà, moi, je suis architecte, 100%. Ah, Je fais tout. Quand j'ai une idée d'histoire, je sais comment ça se finit. J'ai les grandes lignes, j'ai les personnages principaux. Après, j'avoue que au fur et à mesure, surtout vers le milieu, les intrigues secondaires, elles viennent un peu comme ça. Enfin, c'est plus un côté jardinier, ça pour ça, mais c'est vrai que je trouve que ça se fait tout seul pour tout ce qui est autour du héros, quoi. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que j'ai des plans ou des frises chronologiques. On en avait déjà parlé une fois. ouais, Je fais des frises donc avec les événements clés et je me fie à ça pour avancer dans l'écriture, grosso d'accord. modo. Du coup, tu te laisses, en fait, tu n'es pas rigide sur ton plan, tu te laisses Non. Ah oui, une marge et de la souplesse pour intégrer de nouveaux éléments. ah oui, oui, totalement, totalement. Parce D'accord. que des fois, parce que souvent, ce que je fais, c'est que par exemple, si je suis en train d'écrire le chapitre 1, Mhm. j'ai beaucoup d'idées qui foisonnent pour la suite. Donc, j'écris chapitre 2, il va se passer ça, 3, il va se passer ça, 4, il va se passer ça. En fait, j'ai besoin de poser ça pour arriver à écrire correctement. C'est un peu bizarre parce que sinon, il y a tout qui se passe en même temps dans ma tête et ça me saoule. Mais par contre, ça m'arrive souvent de continuer à écrire et en fait, de me rendre compte que ce que je pensais, ça ne convient pas ou que j'ai envie de rajouter quelque chose et je rajoute quelque chose, c'est pas du tout figé. Je suis pas si stricte avec mes plans. Mhm. D'accord. Puis souvent, je trouve que quand on écrit, on se rend compte, je sais pas, qu'il y a un personnage qu'on doit mettre en avant à ce moment-là, qu'on n'avait pas prévu. Enfin, il peut se passer plein de choses. Donc non, faut être assez ouvert au changement. Oui, c'est clair. C'est clair. Il y a ceux qui y sont réticents, du coup, les architectes purs et durs avec leur casque bien vissé sur la tête, en fait, c'est-à-dire que c'est une souplesse qui ne s'accorde pas. C'est bon ou pas bien, je ne sais pas, mais en tout cas, ils le font parce que du coup, ils se disent qu'ils ont un plan, que c'est pas pour rien et qu'ils n'en dévient pas. Parce que
C'est comme ça qu'ils ont réfléchi l'histoire. Oui. Alors, effectivement, répondre à ses envies spontanées à l'écriture, ça c'est autre chose. Du coup, je ne sais pas si c'est mieux ou pas, je ne sais pas. C'est pas ça, mais en tout cas, c'est un fonctionnement qui a ses avantages. Alors, ok. Et comment tu enchaînes du coup? Est-ce que c'est la même méthodologie pour les Bah, deux genres ou tu fonctionnes différemment? alors, j'ai pas, enfin, on va pas dire que j'ai une méthodologie fixe. Je fais un peu au feeling, parce que souvent mes idées, quand même, mes idées principales sont notées quelque part. Mais sinon, je fais au feeling des projets. Forcément, il y a des projets qui demandent beaucoup plus d'organisation. Par exemple, ma saga fantasy, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'intrigues secondaires, il y a des scènes du tome 1 qui vont prendre un sens dans le tome 3, donc il a fallu y réfléchir. Enfin, Ah oui, ouais. forcément, et c'est pas du tout la même organisation. Après, je sais que moi, je fonctionne un peu, je ne sais pas si c'est bizarre ou quoi, mais quand j'écris, souvent, je relis le chapitre d'avant. Enfin, par exemple, quand je commence à me mettre dans ma journée d'écriture, dans ma phase d'écriture, si je suis au milieu de mon chapitre, bah, je relis tout ce que j'ai déjà écrit. Si je commence un chapitre, je relis le chapitre d'avant. J'ai toujours une phase de relecture qui fait aussi que je réécris. Je fais une pré-réécriture, je ne sais pas trop comment on dit, mais je peaufine toujours le chapitre d'avant. Il faut qu'il me convienne et qu'il soit bien dans ma tête pour que je puisse enchaîner. Et du coup, quand j'alterne entre deux projets, que j'en mets, que je passe de celui-là à celui-là, et celui-là, je vais relire les 3 derniers chapitres que j'ai écrits. Comme ça, je me remets vraiment la tête dedans. Je me souviens où en est mon héroïne, où elle en est dans ses sentiments, dans son évolution, où en est l'histoire. Et comme ça, c'est bon, je suis bien dans celui-là et je peux enchaîner à écrire. Ok. Je sais pas si c'est très clair. C'est très très clair. C'est très très clair. C'est cohérent en même temps. Tu vois. Je sais. Et j'ai une question du coup par rapport à ta romance historique. Ouais. Comment tu fonctionnes? Est-ce que tu te documentes énormément du coup pour avoir une cohérence historique, ou est-ce que tu as des notions, des idées du contexte et que du coup tu l'arranges un petit peu en fonction de ton envie? Comment ça fonctionne pour toi? Alors, comme ma romance historique, elle se déroule en Écosse, du coup, et j'ai lu pas mal de livres sur ce pays, à ce genre d'époque, donc j'avais déjà des références, on va dire, des choses que j'ai retenues qui m'ont plu. Après, souvent, je fais des recherches. Ça dépend du contexte où vont se retrouver mes personnages. Et j'avoue que parfois, je prends des petites libertés avec l'histoire quand ça m'arrange, parce que c'est aussi le principe de la fiction. Et je sais qu'à un moment, j'étais un peu coincée avec une idée et je trouvais ça dommage parce que l'idée me plaisait. Du coup, je me la suis permise alors que c'est un anachronisme. Mais je me vante pas que mes livres soient des perfections d'un point de vue histoire, donc je trouve pas ça particulièrement dérangeant. D'accord, ok. Oui, parce que d'accord, donc ça ton approche à toi, ok. Donc tu peux, si tu as envie, en fonction de ce que tu écris, prendre une liberté. Et ça voilà, je me le permets. Après, c'est pas pour des choses très très importantes. Là, par exemple, ce que je disais, c'est que c'est avec comment ça s'appelle? C'est pas des craies, c'est des espèces de crayons. En gros, je me suis permis 50 ans d'avance, quelque chose comme ça, sur un objet qui n'était pas censé exister. Mais concrètement, j'ai fait des recherches et je le savais même pas, donc je me suis dit que la majorité des gens ne le sauraient pas non plus. Et dans l'histoire, c'est une scène à un moment, à un seul moment. J'ai pas trouvé ça très très grave, quoi. C'est-à-dire que, mis à part un historien, ça ne dérangera personne. Voilà, je n'ai pas eu de retour comme quoi ça avait été choquant ou autre, donc je me le suis permis. Mais sinon, j'essaye d'être quand même très proche de comment c'était, quoi, de l'époque, de leurs coutumes, de leur façon de vivre. C'est brillant parce que du coup, ça demandait un peu de taf quand même de pouvoir. Un petit peu. Mais pour le coup, vraiment, comme je disais, j'adore l'Écosse et à force de lire des choses, je commence à être un peu calée sur comment ils étaient. Donc, c'est une époque particulière ou c'est large? Non, c'est assez large. C'est vraiment à l'époque, ils vivaient par clan, quoi. J'aime bien leur façon de vivre qu'ils avaient parce que c'était hyper loyal en fait. C'était pour leur famille. Bon, bien sûr, il y avait des guerres, c'était un peu absurde. C'est comme dans les séries. Enfin, c'est vraiment comme Game of Thrones, quoi, où les familles qui s'aiment pas, ils se faisaient la guerre sur je sais pas combien de générations. Mais beaucoup le fait qu'ils vivaient vraiment en communauté, qu'ils s'entraidaient tous. C'était quelque chose de... Ouais, c'était hyper loyal, je trouve ça beau. Donc c'est ce qui me fascine un peu. Et là, tu es sur combien de projets en même temps? Alors en ce moment, je suis sur 2 projets.
Un de... J'arrive tellement pas à le classifier, ce livre, c'est n'importe quoi. C'est de la SFFF, du coup, on dit Ok. maintenant. Ouais, Et à la fois de la science-fiction, du fantastique, parce qu'il y a des créatures surnaturelles, c'est un hybride, ouais. dystopie, enfin, c'est super dur à classifier. Et donc ça, pour l'auto-édition. Et j'ai commencé un projet fantasy que je vais soumettre à un concours voilà, d'une maison d'édition. Ok, d'accord. Du coup, ça, c'est des projets indépendants de tes deux histoires d'avant dont on parlait, Roi du sang et ta romance. Ouais. Non, c'est à part. Bah, là, en fait, j'ai 2 sagas terminées pour l'amour d'un Highlander et Mira. Ok, Et droit de sang, il manque juste le tome 3. Enfin, juste, ça va être un gros pavé à écrire. Donc voilà. Et j'attaque son écriture en novembre-décembre, d'après mon planning. d'après ton planning. Ok. Et donc tu as deux sagas finies, c'est ça l'idée. C'est ça Ouais, le. Ok. En combien de tomes, l'une et en l'autre? 2 tomes, c'est deux duologies. De duologie. D'accord. Et donc, tu as droit de sang, donc il me manque le tome 3 que tu vas écrire à partir de décembre. Ouais, Et ta romance historique, je n'ai pas le nom. Normal? C'est pas dit? Ou c'est secret ou pas? c'est pour l'amour d'un Highlander. C'est celle-là? Ok, d'accord. Mais elle n'est pas finie pour l'amour d'un Highlander. Si, c'est la duologie, elle est Ah, terminée. d'accord, c'est celle-là. Ok, d'accord. Ouais. Elle est finie. Non, j'ai prévu d'en écrire une autre de saga en Écosse parce que j'ai encore trop de trucs à dire. Mhm. Mais non, celle-là, elle est terminée. D'accord. Ok. Donc, si on veut te lire, on a du coup deux duologies terminées, Hmm. une trilogie En cours, dont il manque le troisième tome, c'est ça. et tu es en train de bosser sur deux autres projets. Ouais, alors je suis en train de... Donc celui Ouais, SFFF, ouais. science-fiction, etc. Lui, ce sera un one-shot, donc Ok. pas d'attente pour une suite. Et l'autre, du coup, c'est un projet de fantasy que j'avais en tête depuis quelques temps. Et il y a une maison d'édition, bah, c'est La Martinière Jeunesse, je ne sais pas si tu vois, Ouais. qui propose un concours de fantasy young adulte jusqu'à fin septembre. Et comme ça correspondait un peu aux critères, je me suis dit que j'allais proposer. Et puis si ça marche pas, enfin, tant pis, je l'auto-éditerai, quoi. C'est pas du tout Au moins, tu le un... tentes. Voilà, c'est ça qui Dans me tous les tenterait cas, tu d'en... l'écris, quoi. Oui, dans tous les cas, je vais l'écrire parce que l'histoire, je l'aime beaucoup. Elle est un peu... Enfin, c'est une grosse aventure, donc ça va être marrant à écrire. Ouais, Voilà. trop bien. Et donc ça, c'est pour une maison d'édition, donc. Et comment toi, de ton côté, t'as fait comment dire, le choix de t'auto-éditer au départ? Que ton premier roman que tu as publié, tu l'as publié en quelle année? En juin 2018. Oui, ok. Ouais, ouais, ça remonte. Ça me tient, hein. Alors clairement, je dois beaucoup à une amie qui s'appelle Marie Faucheux, qui est aussi écrivain. C'est elle qui fait mes couvertures de mes livres. Et en gros, on s'est rencontrés sur Internet il y a bien 5 ans, je dirais. Voilà, on a tout de suite accroché. Et en fait, c'est elle déjà au départ qui m'a poussée à publier sur Wattpad, parce que j'étais très active sur Wattpad avant l'auto-édition. Et de fil en aiguille, en fait, elle s'est auto-éditée. Ça a bien marché, ça lui a plu. Du coup, elle m'a dit, bah, essaye, t'as rien à perdre, tente l'aventure. Du coup, bah, clairement, j'ai suivi. Hein, j'ai pas, j'ai rien inventé. Hein, je suis influençable. Mhm. Et en fait, j'ai adoré parce que, bah, déjà parce que ça évite d'attendre 1000 ans une maison d'édition. Ouais, Puis on peut tout choisir et vraiment, j'adore cette liberté de choix et d'expression. Donc, ouais, voilà. d'accord. Et donc, tu es satisfaite par les résultats et le fait de t'auto-éditer pour l'instant? Est-ce que c'est le cas? Ah oui, totalement, oui. Oui, oui. Ouais. Et est-ce que tu as envie, donc là, visiblement, tu participes à un concours de maison d'édition. Ouais. Est-ce que dans le futur, tu penses que tu vas continuer en auto-édition? Est-ce que tu vas quand même envoyer des manuscrits à des maisons d'édition? Comment tu envisages ça? Alors là, vraiment, si je participe à ce concours-là, c'est parce que je suis tombée dessus. Ouais. Alors, c'est parce que je suis tombée dessus, c'est parce que c'est une des rares maisons d'édition que j'estime, parce que, enfin, il y en a tellement qu'on entend les auteurs se plaindre de ce qu'ils Hmm. vivent, etc. Ouais. Et c'est aussi parce qu'en fait, la marraine symbolique, on va dire, du concours, c'est une de mes auteurs américaines préférées. Bon, je sais très bien qu'elle lira pas le livre parce qu'elle ne parle pas français, Mhm. mais du coup, en fait, quand ils ont fait leur promo un peu de ce concours, forcément, je l'ai vue elle et Ouais. ça m'a attirée parce que j'adore sa plume, etc. Et en C'est fait, je me suis qui? dit, c'est Sarah Jimas.
Non, je ne connais pas. Un palais d'épines et de roses. Je ne connais pas. Ou Throne of Glass. Non plus. Non, mais je t'enverrai un lien. Désolé. Ouais, grave. Des grosses sagas fantasy. Ok. Et elle, en plus, enfin... Ouais, non, je vais pas te spoiler. Mais c'est vraiment très bien. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, qui ne tente rien n'a rien. Mais s'il n'y avait pas eu ce concours, je ne leur aurais jamais envoyé de moi-même. Okay. Et je n'ai pas prévu dans un futur proche ou lointain d'envoyer mes manuscrits sans concours, on va dire, directement à une maison. De spontanément envoyer, toi, des manuscrits, quoi. D'accord. Ok. Bah, c'est parfait que ça te convienne parce que... je trouve ça trop bien. Ouais, grave. Et en plus de ça, en fait, c'est-à-dire que derrière, si ça fait depuis 2 ans, tu as dû assister du coup à l'émergence finalement et un petit peu à la légère explosion de l'auto-édition. Vu que c'est exactement ça. Et du coup, est-ce que tu peux, parce que c'est cool d'avoir quelqu'un qui a du recul sur ça. Donc, tu as commencé à publier sur Wattpad. Et comment est-ce que tu as vu le paysage de l'auto-édition évoluer, se transformer et devenir ce qu'il est aujourd'hui? Comment tu as pu voir ça de ton côté? C'est compliqué comme question. Moi, surtout, ce que j'ai vu, c'est déjà de plus en plus d'auteurs se lancer. Soit des auteurs qui avaient envie tout simplement de se publier, soit beaucoup d'auteurs aussi très déçus par leurs expériences en maison d'édition. Ça m'a vraiment bizarre parce que quand moi je me suis lancée, c'était déjà j'attendais des réponses de maisons d'édition qui n'arrivaient pas depuis X années. Et puis je l'ai fait vraiment. J'aurais jamais cru que j'en serais où j'en suis maintenant quand je me suis lancée. C'était pas, si c'était l'objectif d'une certaine manière parce qu'on rêve tous que ça marche, etc. Mais c'était pas mon but non plus. C'était pas le nerf de la guerre, quoi. Et du coup, à cette époque-là, moi, j'avais encore une super vision des maisons d'édition parce que, forcément, je suis une grande lectrice, etc. Donc voilà. Et c'est vrai que ces derniers temps, tous les retours que j'ai pu voir des mauvaises expériences me font me rendre compte à quel point l'auto-édition a de l'avenir devant lui et à quel point il a son importance dans le paysage du livre de nos jours. Donc voilà, ça n'a fait que renforcer mon choix, hein, concrètement. Et j'ai pas eu... je crois qu'il n'y a aucun moment où je me suis dit que j'avais fait une erreur ou je l'ai regretté, quoi. Donc voilà. C'est super. C'est très clairement, tu as clairement répondu. C'est génial, c'est vrai que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Alors du coup, on ne sait pas ce que ce sera dans 5 ans, dans 2 ans, dans 3 ans, bien sûr. Mais le fait qu'il y ait des salons qui acceptent de plus en plus les auto-édités, ce qui n'était pas le cas avant, il y en a encore pas mal qui les refusent. J'imagine que ça va changer vu que la tendance s'inverse. D'ailleurs, toi, tu fais des salons, t'en as fait pas mal. Ouais, j'en ai fait un. Du coup, cette année, ça a été annulé, forcément. Ouais, dommage. Mais l'année dernière, c'était à Lyon. Justement, c'est le salon. Alors, il l'avait appelé Salon de l'auto-édition. Maintenant, il s'appelle Salon du livre indépendant, il me semble, ou des auteurs indépendants. J'ai un doute. Mais par contre, c'est que des auteurs indés. Il n'y a pas de maison d'édition. C'est vraiment. Alors, c'était un petit salon, mais c'était super parce que vraiment, ça met en avant l'auto-édition, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, comment ça se passe d'ailleurs pour ce salon? C'est quoi l'ambiance? Comment ça se passe? Tu rencontres qui vient? Sympa. J'y suis allée avec une amie qui est aussi écrivain et qui habite aussi sur Lyon. Enfin, moi, j'habitais sur Lyon à cette époque-là pour faire mes études. Okay. Non, c'était hyper sympa. Déjà, quand on rencontre des gens aussi passionnés que soi, c'est difficile de ne pas s'entendre parce qu'on a des sujets de conversation. En plus, c'était beaucoup de gens qui sont très, très heureux d'être auto-édités et qui le revendiquent, donc c'était très agréable. Et non, l'ambiance était vraiment sympa. On a passé une excellente journée le jour du salon et je pense que beaucoup ont eu envie de le réitérer. L'année d'après, je me suis inscrite du coup pour cette année. Bon, ça s'est pas fait, mais l'année prochaine, c'est sûr que je me réinscrirai et si je suis prise, parce qu'ils font quand même une sélection, parce que pas sur, je sais pas sur quoi ils sélectionnent, mais parce qu'ils sont limités en nombre de places par rapport à la salle qu'ils ont. Mais franchement, c'était super. En plus, ils avaient invité aussi, il y avait aussi des chroniqueurs. Beaucoup de chroniqueurs intéressés par l'auto-édition, donc ça a été super parce qu'on a pu échanger, puis après créer des partenariats, quoi. Donc c'est une super opportunité. Trop bien. Et j'ai une question par rapport au public qui avait dans ce salon. Est-ce que
Est-ce que toi, tu es allé dans des salons, donc toi, pas forcément en tant qu'écrivaine, mais en tant que public, est-ce que tu es allé dans d'autres salons pour voir un peu l'ambiance qu'il y avait? Et du coup, si jamais tu pouvais avoir un recul ou un comparatif entre la perception et la façon dont les gens qui viennent dans ton salon, le salon de Lyon, pourraient avoir du coup des bouquins qui sont proposés, sachant qu'ils sont autodités. Est-ce que tu as eu des commentaires, des remarques, des réflexions ou même des allusions au fait que c'était de l'auto-édition? Est-ce que c'était bien vu, mal vu, ou au contraire, aucune remarque que c'était des livres, quoi? Est-ce que tu as un retour par rapport à ça? Alors, moi, en tant que lectrice, j'ai Ouais, fait que le Salon du Livre de Paris, d'accord. puisque autour de chez moi, il n'y a pas trop de salons. Donc après, forcément, là-bas, c'est encore un autre niveau parce qu'il y a tellement de monde, etc. Mm. Après le salon où j'ai participé à Lyon, j'ai pas le souvenir que qui que ce soit m'ait fait une remarque sur le fait d'être auto-édité, etc. Surtout que les gens savent très bien en entrant qu'on est tous auto-édités, donc il n'y a aucune surprise. Non, vraiment, les gens... bon, il n'y a pas eu beaucoup de monde parce que c'est difficile de... C'était une des premières éditions, donc c'était un peu Ouais. difficile pour eux de se faire connaître, d'attirer, etc. Mais les gens ont tous été très, très gentils, très intéressés. Aucune remarque, vraiment aucune remarque, parce que les gens qui viennent dans ce genre de salon, ou dans n'importe quel salon d'ailleurs, sont des amoureux du livre. Donc, pour moi, ils s'en fichent un peu de la manière dont le livre est édité, quoi. C'est le livre en lui-même qui compte. C'est génial du coup, ça veut dire que c'est des gens qui viennent pour le livre, quoi. Point barre. Exactement, C'est trop bien. exactement. Ça va être Ouais. super satisfaisant et rafraîchissant d'avoir ça. Ça l'est totalement, pouvoir discuter avec eux. Puis même, c'est des gens du coup qui sont intrigués, donc qui posent des questions, et comment vous faites, et comment ça marche, etc. Et donc, c'était super bien de se dire qu'on a peut-être, on leur a peut-être donné envie d'acheter plus d'auto-édités, quoi, parce que c'est Bien sûr, dur pour les auto-édités d'être vus, d'être connus. très clair. Ouais, non, c'était top. Ouais. C'était super. Et tu présentais quoi comme livre à ce salon? Euh, je présentais... j'avais pris tous mes livres que j'avais publiés à ce Mhm. moment-là. J'avais quel livre publié à ce moment-là? J'avais mon premier tome de Droit de sang, j'avais Pour l'amour d'un Highlander, Juste un sourire, et je crois que j'avais le premier tome de Mira, mais je suis pas sûre parce que je l'ai publié à peu près à l'époque où on a fait le salon, donc je crois Ok, que j'avais peut-être pas d'exemplaire papier encore de ok, reçu. Mais d'accord. oui, j'avais quand même déjà une table assez remplie. Ouais, c'est ce que j'ai vu des photos du coup. Donc, et c'est vrai que ta table était bien chargée, quoi. Ouais, j'avais pris. Alors, c'était le premier salon que je faisais. Donc, je me suis dit, mais je prends quoi comme stock? Parce qu'en fait, tu n'as aucune notion. Ouais, Et c'est comme quand tu invites des gens chez toi, tu te dis, mais il vaut trop que pas assez, en fait. ouais, c'est Du coup, ça. j'avais pris un stock de fou. J'ai ramené chez moi un stock de fou parce que j'en ai très peu vendu, mais ça m'a pas posé de problème parce que c'était Non, le bien sûr. principe. Oui, c'est ça. C'est trop bien. Tu seras pour le prochain salon. C'est ça. Du coup, j'ai fait ma muscu, j'ai porté mes petits Ah cartons. bah, ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous résumer un peu, je sais que c'est pas forcément la meilleure des questions, mais est-ce que tu peux nous résumer un peu autant que possible? Alors, les histoires que tu veux. Là, ça, Moi, pour le coup, c'est toi qui choisis. Soit les quatre, hmm, soit une des quatre, soit deux, soit trois. C'est vraiment toi, tu vois. Comment tu veux nous présenter ça? ok. Je te mets dans une zone difficile, mais tu as quand même un peu de contrôle. Ouais, ça marche. Alors, Droit de sang, c'est la saga la plus facile à parler pour moi parce que je travaille dessus depuis 6 ans ou 7 ans, je crois. Ah, ok. Euh, donc, c'est de la fantasy. Donc, c'est un univers totalement inventé, un peu médiéval, avec 9 royaumes qui sont plus ou moins en bons termes. Et du coup, c'est l'histoire. Donc, l'un des royaumes est dirigé par une famille de magiciens. C'est les seuls magiciens de tout le continent, il n'y a que eux. Et du coup, ils se transmettent la magie que dans leur lignée de rois, de reines, etc. Et du coup, l'histoire commence avec un soldat qui va tuer ces magiciens parce que c'est des tyrans et parce que il veut sauver en fait le peuple qui est assujetti. Sauf que après avoir fait ça, il réalise qu'il y avait que eux qui pouvaient régner à cause de leur magie. Et du coup, il se retrouve un peu dans la merde. Voilà, je peux pas le Ouais, dire autrement. c'est Et clair. il découvre que en fait, ce roi tyrannique qu'il a tué avait une fille qui a été cachée parce qu'il voulait pas de fille. En fait, il avait que des fils, il voulait pas de filles bien misogynes, tu vois, bien sympathiques.
Et du coup, il retrouve cette princesse qui a 17 ans à ce moment-là et il lui dit, bah voilà, tu vas monter sur le trône, enfin, il n'y a que toi qui peux régner. Et du coup, c'est son histoire à elle, de passer d'anonyme à future reine, d'apprendre la royauté, de se retrouver aussi au milieu de tous les conflits qui sont autour d'elle, quoi, dans tous les royaumes. Surtout que, en fait, moi, j'aime beaucoup les personnages où on ne sait pas s'ils sont gentils, s'ils sont méchants, qu'ils sont plus gris, tu vois. J'aime pas blanc-noir, j'aime bien entre les deux. Et c'est ça, surtout, enfin, la politique, c'est super fourbe. Ouais. Je vais faire croire que tu es mon ami, mais tu l'es pas. Enfin, voilà. Et du coup, c'est cette histoire-là. Donc, il y a à la fois le côté politique et le côté magie, parce qu'elle va devoir découvrir par elle-même tous les pouvoirs qu'elle a, qu'est-ce qu'ils signifient. Et puis, il va falloir monter sur le trône et assumer son destin. Et voilà. Ok, trop C'est bien. vrai. Ouais, c'est dur à. En fait, il se passe tellement de trucs que là, c'est vraiment juste le début, quoi. Parce Ouais. que après, entre le tome 1 et le tome 2, en plus, c'est des gros pavés. Mhm. Je me cache pas, hein, j'écris des pavés quand il s'agit de fantasy. C'est dur de se réfréner parce qu'il y a tellement de choses à Bien expliquer, sûr. tellement de personnages. Ouais. Voilà. D'accord. Ça, c'est Euh, pour Droit de sang. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Pour l'amour d'un Highlander? ouais, carrément. Alors, pour l'amour d'un lander, c'est l'histoire d'une aristocrate française assez prétentieuse, hein, elle s'en cache pas, qui est forcée d'épouser un Highlander, donc en Écosse. Son père l'envoie à l'autre bout de l'Europe quasiment pour se marier et devenir du coup la femme d'un chef de clan écossais. Donc elle voulait pas du tout de ce mariage parce qu'elle n'avait pas envie d'aller dans un pays qu'elle trouve arriéré et lointain de la cour de France où elle s'éclatait. Mhm. Et son mari, lui, voulait pas. Et il a été obligé de l'épouser parce qu'en fait, il avait besoin de l'argent de sa dot parce que son clan est très pauvre. Donc, aucun des deux ne veut l'autre. Ils peuvent pas s'encadrer. Et l'histoire commence là. Du coup, il y a à la fois le côté, la romance, hein, forcément, c'est de la romance historique. Et aussi, ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est que c'est un peu le choc des cultures parce qu'ils n'ont pas du tout la même façon de vivre. Et du coup, mon héroïne, elle va vraiment devoir apprendre comment ils vivent, s'y adapter et comprendre leurs coutumes, leurs raisons de vivre, enfin, tout ça. Ouais. Voilà. Trop bien, j'adore. Et j'adore les deux. Et en plus de ça, c'est très différent. Ça n'a rien à voir, ouais. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Et en plus, ça doit être dur, difficile, j'imagine, ce dont tu parlais au début, c'est de. Enfin, moi, je trouve ça compliqué d'écrire deux univers, deux approches autant différentes d'histoire, quoi. Parce que, je sais pas, je trouve ça admirablement Ouais. admirable de le faire, en fait. Bravo, c'est trop bien. Et J'essaye oui, de faire des choses assez différentes, j'avoue, ça me motive. trop bien. Alors, le point commun, c'est que du coup, ce soit. Alors, si tant est qu'il y a des personnages principaux, peut-être que c'est moins clair pour Droit de sang, mais en tout cas, ça l'est pour la mode d'un Outlander. C'est que du coup, les personnages principaux, ce soient des femmes. Ouais, surtout. Est-ce que c'est un parti pris ou est-ce que ça s'est fait tout seul? Oui et non. En fait, pour l'amour d'un Highlander, on voit quand même beaucoup son point de vue à lui, à son mari. Ok, ouais. C'est un point de vue externe, hein, mais on Ah, passe ok. un peu de l'un à l'autre. Je n'ai pas compté lequel on voyait le plus. Je t'avoue que c'est vachement au feeling. C'est Ouais. selon ce qui a besoin d'être raconté. Après, pour Droit de sang, en fait, l'histoire commence sur ce héros du coup qui assassine, qui s'appelle Declan. Ce sera plus facile sur Declan. Et après, il trouve la princesse. Donc, en fait, l'histoire se focalise sur la princesse, mais lui, il est toujours là. Et il a toujours de temps en temps des scènes où on voit que lui, justement aussi pour le profit de l'histoire, quoi. Ouais, ok. Ah, j'adore cette approche-là. C'est-à-dire que du coup, en fait, il y a quand même, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres points de vue, quoi. C'est ça. Je trouve que c'est difficile quand on n'a qu'un point de vue de comprendre toute l'histoire, C'est vrai. particulièrement dans des univers comme Droit de sang où il y a beaucoup de personnages et on ne sait pas toujours ce qu'ils pensent vraiment, est-ce qu'ils sont courbes ou pas. Et du coup, le fait d'avoir plusieurs points de vue, ça permet de les confronter pour le lecteur. Ça Ouais. permet de comprendre plus de choses, plus C'est vrai que d'enjeux. ouais. Ça apporte différents enjeux, différents points de vue, et du coup, tout le monde n'a pas les mêmes motivations, et on comprend, en fait, ça donne plus d'ampleur à l'histoire, quoi. C'est trop bien de faire ça. Ouais, moi j'aime Ouais, trop. ouais, c'est clair. Et en plus de ça, j'adore parce que du coup, moi, je n'ai pas lu les romans, mais du coup, j'ai un peu une petite approche de tes personnages grâce à tes posts Instagram. Ouais. Parce que du coup, tu en parles, tu le fais trop bien.
Et j'adore les comptes qui font ça parce qu'en fait, ça permet de, comment dire, soit pour ceux qui les ont lus, du coup, encore plus sympathiser avec les personnages, ou de les détester plus, ça dépend. Et c'est ça. Et pour ceux qui ne les ont pas lus, bah, ça peut être tentant. Genre, ah, j'aime bien ce que ça donne, j'aime bien ce que ça dit, ce dont ça parle, l'angle de vue, la façon de parler, etc. Et tu le fais très, très bien sur le compte, j'adore ça. Est-ce que, quand tu t'es lancé dans l'auto-édition, comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'es lancé dans l'auto-édition et après tu as décidé d'avoir une présence sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça s'est fait en même temps? Est-ce que l'un a amené l'autre? Comment ça s'est passé pour toi? De mémoire, j'ai créé mon compte Instagram dès que j'ai reçu mes exemplaires papier de mon premier livre. Okay. Après, j'avoue que les débuts de mon compte étaient moins, on va dire, j'étais moins assidue. C'était vachement, enfin, c'est encore dur pour moi de créer du contenu parce que ça prend du temps, parce que j'ai souvent peur d'être maladroite, parce que j'ai pas non plus envie de parler pour rien dire. Bien sûr. Je trouve que ça sert à rien de créer du contenu pour créer du contenu si c'est pour brasser de l'air, quoi. Il faut toujours apporter quelque chose aux abonnés, aux lecteurs. Non, j'avoue que quand ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur et des abonnés et des lecteurs, j'ai commencé à le faire de manière plus professionnelle, on va dire, et vraiment le côté marketing, tout en gardant quand même, j'avoue, un côté plaisant. Bah, en fait, mes posts, je les prépare, c'est plus carré, alors que mes stories, je prends un peu plus plaisir, je parle de mon quotidien, je vais dire des conneries, je vais faire des sondages, enfin voilà, c'est plus interactif. Ouais, c'est trop bien et ça se sent que ton compte, enfin que tout ce que tu mets en post notamment, c'est vraiment un plaisir, tu vois. Ouais. Du coup, c'est très agréable. C'est agréable à lire, c'est agréable à voir et puis même visuellement, c'est stylé. Tu as un beau feed depuis quelques temps, il est stylé, il est canon. Ouais, c'est une de mes copines qui s'en occupe. Ah bah il est canon. Et du coup, elle a géré. Et du coup, donc c'est agréable et en fait, on apprend sur ton univers, sur tes personnages, sur toi, ton univers à toi. Et en plus de ça, via tes stories, en fait, on te découvre toi en tant que la personne qui tient le clavier, quoi. Et du coup, c'est trop bien. Du coup, C'est ce que j'essaye de faire. Ah bah c'est exactement ce qui se passe. C'est trop bien. C'est gentil. C'est super dur de se rendre compte de ce que les gens en pensent, en fait, de ce qu'ils ressentent face à ça. J'avoue que ouais, j'essaye de parler de plein de choses, de faire ça varier et à la cool aussi, dans les stories, je prends plaisir à dire, enfin je sais pas, quand j'écris, quand je fais des trucs, je trouve ça cool. Ouais, ça se sent. Du coup, c'est agréable à lire. Tu vois. Tant mieux. Et qu'est-ce que t'en tires? Parce que je t'explique pourquoi je pose cette question. Parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui soit hésitent, soit ne veulent pas, soit ne savent pas comment faire pour créer leur... ils sont écrivains inspirants, en tout cas ils commencent à écrire, etc. Et du coup, hésitent à se lancer sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que c'est ça dont on parle. Qu'est-ce que toi tu en tires? Est-ce que tu trouves que c'est, avec le recul que tu as du coup, est-ce que tu trouves que c'est une expérience bénéfique, cool? Est-ce que tu trouves ça bien? Tu regrettes pas de l'avoir lancé? Comment ça se passe pour toi? Je regrette pas du tout de l'avoir lancé parce que ce que je préfère, c'est la proximité avec les lecteurs. Alors, je sais que j'ai beaucoup de lectrices qui vont répondre à mes stories, où on va discuter de livres, pas forcément des miens, même de lecture, de plein de choses. Donc je trouve ça hyper agréable parce que les réseaux sociaux, ça permet d'avoir un lien même si on est loin, quoi. Donc c'est le gros avantage. Après, j'avoue que parfois, je trouve ça chronophage, que ce soit créer du contenu ou répondre, ou enfin voilà, c'est surtout chronophage que le souci des réseaux sociaux, c'est que par exemple, si on ouvre Instagram, on commence à scroller, etc. Donc on perd du temps. Alors que aussi, on a envie d'être actif parce que je sais que j'ai envie de répondre, je sais pas, j'ai envie de commenter les posts de mes amis, j'ai envie de commenter les posts de mes amis auteurs parce que je trouve qu'il y a une super communauté d'auto-éditer sur Insta, donc j'ai envie d'en faire partie. Mais en même temps, c'est chronophage. Du coup, des fois, ça dépend des périodes, on va dire. Des fois, je suis plus investie que d'autres jours, mais je trouve que c'est vraiment bien et je pense que les gens, comment dire, si l'outil leur plaît, parce qu'Instagram, c'est quand même très visuel, mais si l'outil leur plaît, il faut pas hésiter à se lancer parce que déjà, la communauté d'auto-édité est très gentille et très, très accueillante, très motivante. Incroyablement incroyable, ouais. Et en plus, ça peut être que bénéfique pour eux parce que ne serait-ce qu'un lecteur
avec qui discuter, c'est déjà tellement incroyable que ça vaut largement le coup. Ouais, c'est clair. C'est trop bien. Trop bien dit. Et c'est exactement ça l'idée. C'est que du coup, je pense pas que. En fait, vu que la communauté est extrêmement bienveillante, je ne m'attendais pas à ça moi en lançant mon compte. Oui, je comprends. Tu vois du coup. Je pense que dans tous les cas, ce serait pas une expérience négative du tout. Non, je pense sûr. Pas. Donc, dans tous les cas, voilà. Ok. Et d'accord, donc pas de regret par rapport à ça. Et j'ai une dernière question. Vas-y. Tu y as un peu répondu, du coup, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va voir de toi dans un futur proche? Parce que du coup, tu filmes ta trilogie, il y a les projets là. Qu'est-ce qui va se passer dans un futur plus ou moins proche? Si tu es très loin, on prend. Si tu es proche, on prend. Tu nous dis. Là, du coup, mon but, c'est de publier mon roman SFFF en novembre-décembre. J'espère qu'il sera prêt. Après, pour 2021, alors déjà, fin d'année ou début d'année prochaine, j'aimerais bien publier un de mes livres en anglais. Il est en cours de traduction. C'est pour l'Amanda Highlander, il est en train d'être traduit. Trop bien. Même si forcément les Français, ça ne va pas les intéresser, ça va quand même me prendre du temps. Et enfin voilà, je voulais tenter l'expérience, donc à voir. Et après, pour 2021, je veux écrire une nouvelle saga de romance historique en Écosse, que j'ai très hâte de commencer, parce qu'en fait, l'année dernière, en septembre de l'année dernière, j'ai fait un mois de voyage en Écosse. J'ai adoré, c'était trop bien. Et il y a un des châteaux qui m'a vraiment énormément plu et dans lequel, en fait, je l'ai visité. Rien qu'en le visitant, j'ai imaginé des personnages, en fait, ils sont apparus d'eux-mêmes. Et en ressortant, j'ai posé des idées pour 3 livres, donc une trilogie. Ouais, ça s'est fait tout seul, c'était n'importe quoi. J'ai pas compris. Je sais pas si ça te le fait des fois, mais je suis percutée par une idée. Je dis, mais ok, j'ai pas de choix, en fait. Ouais. C'est là que le carnet devient super utile, genre à l'instant, pour noter tout ce qui se passe, quoi. C'est ça. Là, le carnet, il a été bien rempli. Donc voilà, j'aimerais commencer au moins 1, voire 2 tomes, ça dépendra du temps que ça me prend. Et en parallèle, écrire Droit 203 et le publier, j'espère, en fin 2021, parce que c'est très, très long à écrire, Droit de sang. Donc voilà. Trop bien. Plein de projets. Plein de choses. Cool. Et alors, tu dis que ça ne concerne pas le public français pour la traduction, mais c'est quand même génial, du coup, de pouvoir toucher un autre public grâce à la traduction. C'est trop bien, d'autant plus que c'est un sujet qui s'y prête. Tu vois. Tu traduis pas un roman qui se passe dans le Languedoc-Roussillon. Il n'y a pas de problème contre ces romans qui se passent dans le Languedoc-Roussillon, mais c'est vrai que là, ça se passe en Irlande. C'est très cohérent que ce soit traduit en anglais. Ouais, c'est ça. Non, mais en plus, en Écosse. En Écosse, oui, t'inquiète. En plus, ce genre de romance, si je sais pas si tu vas en librairie, que tu cherches ce genre de romance, il y a quasiment que des auteurs anglophones. Ouais. C'est vrai que le marché est vachement pris par ces auteurs-là contre les auteurs francophones pour ce sous-genre. Ouais. Et du coup, je me dis que l'anglais, en fait, il y a du lectorat. Donc bien sûr. Voilà. Ah oui, il y en a beaucoup, ouais, c'est clair. D'autant plus qu'il y a tout un fantasme, toute une mythologie autour de l'Écosse. Donc alors là, c'est clair qu'il y a du lectorat, c'est sûr et certain. Trop bien. L'Écosse, ça plaît beaucoup. En plus, même si c'est très terre à terre, c'est comme fiction, mais je laisse quand même planer un petit peu de magie parce que pour y être allée, il y a quelque chose, parfois dans certains lieux, dans certains moments de la journée qui font que tu es obligé de penser à toutes les légendes qui sont dans ce pays et te dire je comprends pourquoi il y a autant de légendes parce qu'il y a quelque chose de magique dans l'air et j'espère avoir retranscrit ça dans mes romans. Trop bien, c'est génial. Trop cool. Merci. C'est trop bien, j'adore, c'est trop bien. J'ai hâte de voir ça. Du coup, je pense qu'on va suivre tout ça de façon très assidue sur les réseaux. Tu vas nous en parler en détail, j'espère. Je pourrais en parler plus en détail. Là, ma traductrice, elle est encore dessus. Donc, j'avoue que je la laisse bosser à son rythme tranquille. Elle fait comme elle veut. Et puis, dès que c'est bon, on y va. Trop bien. Écoute, on pourra toujours en reparler dans quelques mois ou l'année prochaine un comparatif entre ta projection, ce qui s'est passé, si c'est mieux, si c'est pas ce que tu pensais, etc. De toute façon, après, je pars avec aucun... de toute façon, je vais publier, puis je verrai bien si ça marche pas, tant pis. C'était pour tenter l'expérience. Mais oui, on verra si le programme, déjà dans les mois... parce que souvent, on programme plein de trucs, mais bon,
c'est loin de la réalité. C'est clair, c'est un peu compliqué. En tout cas, c'est un beau programme, tout m'a l'air tenable, c'est génial. Genre plein de trucs, tu fais plein de trucs, quoi. C'est trop bien. Génial. Ouais, j'ai beaucoup de projets. J'en ai encore pour l'année d'après et celle d'après. Bon, c'est bon. En tout cas, ton agenda, il est saturé, c'est bon. Il est bien plein. Il n'y a pas de souci avec ça. Trop cool. J'ai hâte de voir ça. Je pense que je suis pas le seul. Donc, c'est trop bien. Je te remercie encore énormément d'avoir accepté de venir discuter avec nous. Cool. C'est passé super vite. Ouais, c'est passé super vite. Ça fait un petit moment qu'on discute. Ça fait un petit moment. C'est trop cool. J'ai pas vu le temps passer. Merci de m'avoir invité en tout cas. C'était un grand plaisir et j'étais encore content que tu aies accepté. Et du coup, on en reparle bientôt si jamais tu as envie qu'on en reparle. Ce sera avec grand plaisir. Moi aussi, avec grand plaisir. Partager même l'expérience de la traduction, ça peut être hyper intéressant parce que c'est un grand flou pour l'instant. Donc, à voir. Ouais. J'imagine que ça doit être pas évident. Surtout pour tout ce qui est administratif. C'est sûr. Voilà. Toujours la même chose. Hein. Ouais, c'est ça, c'est clair. Ouais. Voilà. Trop bien. Écoute, je te remercie énormément. Prends soin de toi. Merci à toi. Ouais. Merci beaucoup aussi d'avoir écouté l'interview. C'était trop bien. J'espère que tu as kiffé autant que moi. Et on se retrouve une prochaine fois bientôt pour une autre interview d'auteur. Salut tout le monde. Et encore merci Eulalie. C'était trop cool. Merci à toi. Salut.